Bonjour à tous. Il y a quelques temps, lorsqu'on a commencé le World Tour, on s'est dit, tiens, en plus de discuter avec nos clients, ce qui nous intéresserait beaucoup, c'est de prendre le temps de comprendre ce qu'ils font avec nous. Alors évidemment, on discute de vos projets, mais parmi tous les projets, on s'est dit, on en a forcément manqué un certain nombre. Puis des projets, parfois ça nous donne des idées, et souvent ça nous inspire. Il faut reconnaître que la plupart de nos clients sont très créatifs. Alors on a eu l'idée, on s'est dit, tiens, on va créer un concours, et pour la première année au Summit, on va tester. Vous savez que tester, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Alors on s'est dit, on va proposer à tous les clients qu'on rencontre dans le World Tour, eh bien, un concours d'infrastructure dans lequel ils peuvent proposer une infrastructure sur laquelle ils ont travaillé, donc opérationnelle, et qui utilise les services d'EVH d'une manière innovante. Et c'est l'objet des trophées. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes passés dans les trophées OVH. Alors, au niveau des trophées OVH, pour les remettre aujourd'hui, je vais demander à 3 personnes de me rejoindre. Ce sont 3 personnes qui travaillent chez nous sur la R&D. Et donc 3 personnes qui sont au quotidien à innover sur les produits. Je vous demande d'applaudir Kevin De Rode, Benjamin Fichel et Pierre Roudouille. Alors, on avait mis en place différentes catégories, et c'est toujours difficile de mettre en place ces catégories, de bien les choisir, de se dire, tiens, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ces infrastructures. Et on s'est dit, finalement, on allait en retenir quelques-unes. La première, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la catégorie des applications, et des applications en mode SaaS, du Software as a Service. Et il se trouve qu'en plus, là, il y a, dans le lauréat de cette année, un petit plus en matière de sécurité. Alors, pour cette année, le prix de l'infrastructure sur la partie application SaaS est décerné à la société Mailden. J'appelle M. Stanislas Sabatier. Merci. Je ne suis pas habitué à tenir un trophée et un micro en même temps. On va vous soulager. Enfin, en tout cas, merci beaucoup pour ce trophée. Alors, on peut le poser 2 secondes, mais on vous le garde bien au chaud. Alors effectivement, on a travaillé ensemble à la préparation de cette remise de trophée, et globalement, dans cette catégorie, vous nous avez envoyé votre proposition, votre présentation, et c'était très innovant sur la partie envoi d'emailing, mais avec une notion de sécurité. Déjà, est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu le contexte, le cadre? Oui, alors très rapidement, le déclencheur, ça a été les affaires Snowden il y a 1 an. Donc tous les problèmes de sécurité et d'espionnage massif qui se répandent de plus, enfin, dont on a découvert qu'il existait. Et puis aussi côté grand public, une lassitude de plus en plus de gens d'être obligés finalement d'utiliser le modèle gratuit, qui implique donc de la publicité, et puisque l'adage dit quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et j'ai voulu chercher des solutions alternatives pour le mail, qui est finalement le service qu'on utilise tous le plus, et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas vraiment d'offre de services axée sur la sécurité qui soit utilisable par tous. Parce qu'on peut trouver des solutions très techniques avec du chiffrement de bout en bout, etc. Mais ce n'est pas utilisable dans la vie de tous les jours. Et quand on veut tout simplement avoir une boîte mail qui ait le maximum de niveau de sécurité tout en restant compatible avec l'ensemble des applicatifs qu'on utilise, et notamment nos smartphones, eh bien, il n'y avait pas d'offre. Donc je l'ai monté. Voilà. Alors du coup, effectivement, on a parlé du contexte. Au niveau du projet lui-même, vos contraintes, les éléments clés? Alors, les éléments clés, ça a été d'abord de ne pas réinventer la roue. Donc, on s'est appuyé sur l'existant, notamment tous les logiciels open source, d'utiliser pour chaque stack
les solutions les plus éprouvées, les plus sécurisées qui existent. Donc on a commencé par un système d'exploitation, FreeBSD, qui est un système très simple et très robuste, sur lequel on a mis le minimum de stack, à savoir que il y a le MTA, donc le Mail Transfer Agent, qui a juste un postfix qui tourne dessus. On a notre serveur EMAP qui a juste un dovecode qui tourne dessus, c'est la slide d'après. Mais l'idée générale a été de faire un système très simple en s'appuyant sur l'open source et de rajouter uniquement les petites briques logicielles nécessaires pour que ce système qui est très classique ait une option supplémentaire, à savoir le chiffrement à la volée de tous les emails avec un chiffrement très fort. Donc c'est là où nous, on a développé en C un petit plugin qui vient se mettre sur Dovecot et qui chiffre à la volée et déchiffre à la volée les mails en fonction de clés qui sont propres à chaque client. Alors, globalement, au niveau infrastructure, comment ça s'organise ? Donc l'infrastructure est la suivante. J'ai pris un certain nombre de machines de la gamme infra. J'avais besoin de 2 cartes réseau, une pour le public et une pour le VERAC que j'ai mis en place. L'idée a été d'avoir le minimum de points d'entrée vers le public. Donc chaque machine, toutes celles qui sont en haut, il y en a une pour le webmail, une pour l'IMAP et une qui est pour le MTA, ne fait que ça. Et elle n'a qu'un port en entrée qui est chargé uniquement de faire le boulot qu'il a à faire. Ensuite, pour accéder à ces machines, je passe par un autre point d'entrée et via mon VERAC. Voilà. L'autre point important, ça a été de pouvoir installer FreeBSD. C'était assez peu répandu. Donc voilà, j'ai pu faire tout ça dans le cadre des infrastructures OVH. Alors globalement, en matière de résultats et puis surtout pour vos clients, comment ça se passe aujourd'hui ? Alors pour mes clients, ça se passe très simplement dans le sens où pour eux, ils ne voient rien qui change. Les clients sont plutôt pour l'instant des clients pro, même si je m'adresse potentiellement au grand public aussi. Et en général, on change de serveur mail, je me charge de l'import de leur mail, on change les DNS, et puis pour eux, il ne se passe rien. C'est transparent complètement. C'est totalement transparent. La différence, c'est qu'ils ont un contrat clair avec la société qui leur fournit le service de email, donc Mailden, et qu'ils ont la garantie que tous les emails, à partir du moment où ils rentrent sur le serveur de mail, sont chiffrés. Parce qu'il y a le chiffrage logiciel que nous on fait avec chacun des mails, mais il y a aussi un chiffrage au niveau des disques avec FreeBSD et Jelly, donc on a vraiment de la sécurité. Donc ils ont la garantie que à partir du moment où le mail rentre dans leur boîte, il n'y a que eux qui peuvent le lire avec leur mot de passe que je ne stocke pas et qui en fait sert à ouvrir la clé RSA. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça leur donne cette garantie-là que leur mail, une fois rentré, n'est dès lors plus lisible que par eux. Alors les perspectives d'avenir, la suite, comment vous la voyez ? Tout simplement atteindre un niveau, je dirais, de vitesse de croisière. Ça nécessite assez peu d'investissement technique. Ça a été en revanche de l'investissement humain. Moi, je bosse sur ce projet depuis 1 an. Donc, j'ai besoin d'un seuil de quelques milliers de clients pour être rentabilisé, sachant que l'offre de prix est assez basse, puisque c'est 30 € par an et par boîte mail. Donc, je me situe au niveau des offres type Google Apps, etc. Les perspectives de développement sont très nombreuses, parce qu'il y a des tonnes de choses à faire dans le email. Donc, l'idée est de commencer par cette brique de sécurité, puis d'ajouter tout un tas de services autour du email, notamment les adresses email jetables, des adresses email pour les enfants. Il y a tout un tas de choses qu'on peut imaginer autour de ça, et dont le fil directeur est de dire c'est votre boîte mail, c'est vous qui en avez la clé et personne d'autre ne va aller voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Un grand merci à vous et encore félicitations. Merci à OVH. On avait une autre catégorie qui est la particularité d'être l'infrastructure d'entreprise. Alors dans cette catégorie, on pensait aux entreprises qui s'externalisent et qui rebâtissent une infrastructure chez nous, et en prenant évidemment toutes les sécurités qui vont bien. Dans cette catégorie, le prix va à l'EURL Barn, et j'appelle Laurent Barn pour nous rejoindre sur scène maintenant. Félicitations. Merci beaucoup.
Alors, globalement, on va aussi parler avec vous du contexte, c'est-à-dire que quand on avait imaginé les choses, on s'était eu au téléphone il y a quelques jours quand on vous a annoncé les choses. Oui, parce que parfois, on annonce un peu à l'avance. Ça se fait dans toutes les cérémonies. Et donc, on a eu le temps d'y discuter. Vous nous avez dit, tiens, je suis surpris parce que mon projet parle également de PRA. Et on avait parlé de différentes catégories. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on va parler de plan de reprise d'activité, mais vous allez aussi nous parler de l'externalisation d'une entreprise. Donc, 2 projets en même temps. Oui, c'est vrai que j'avais axé ma candidature sur le PRA, mais qu'en réalité, c'est un projet qui est externalisé depuis le départ. Donc, il s'agit d'un ERP pour Sextant Expertise, qui est un cabinet de conseil parisien. Et ils ont une structure de clientèle qui est très complexe. Donc, ils m'ont fait développer une gestion de base de données clients spécifique à ce contexte. Puis après, la gestion des missions. Puis une fois qu'ils avaient ça, ils voulaient le suivi d'activité avec saisie des temps passés, y compris les congés, qui c'est assez compliqué chez eux. Et puis derrière, ils ont un tableau de bord avec un retour sur le suivi d'objectifs, l'atteinte des objectifs de chaque consultant. Alors justement, en termes de... Là on retrouve l'ensemble des éléments. À quel niveau leur ERP est critique? Est-ce que vous aviez des SLA, des besoins précis de performance et de disponibilité? Alors, en fait, ils s'en servent tout le temps, tous les jours. Et à partir du moment où leurs missions sont sur leur système d'information, s'ils n'en ont pas, ils sont très pénalisés. Donc c'était essentiel à la qualité de mon sommeil et à la sérénité du PDG de la société. Donc un vrai service critique. En termes d'infrastructure, finalement on retrouve, j'ai l'impression de voir des confs qu'on a faites l'an dernier, mais vous avez été un bon élève a priori. Alors, je me distingue un petit peu des schémas classiques parce qu'au lieu d'avoir plusieurs serveurs en front-end et une seule base de données derrière commune, en fait, j'ai complètement redondé le serveur. Il y a 70 utilisateurs, ils font 3 à 11 000 requêtes par jour, il n'y a pas une grosse pression sur les serveurs d'entrée. Par contre, leur tableau de bord est très complexe et il y a une très grosse charge sur la base de données. Donc ce qu'il fallait redonder, c'est la base de données. Donc finalement, ce qui est important, c'est qu'ils aient un serveur, et que s'il y a le moins de soucis avec ce serveur, Octave disait qu'il peut y avoir un avion qui se crache sur Roubaix, qu'ils puissent continuer leur activité malgré ça. Bon, par ailleurs, ils ont plusieurs établissements, il y en a un à Paris, l'autre dans le sud de la France, ils ont aussi des consultants qui travaillent à l'étranger, et puis beaucoup chez eux, donc ils ont besoin d'avoir un accès universel. Donc par rapport à ça, l'idée c'est d'avoir un serveur complètement redondé, c'est-à-dire que s'il y a le moins de soucis, il puisse passer à l'autre serveur. Il y a une question que souvent on se pose, enfin en tout cas quand on parle de plan de reprise d'activité, les gens le mettent en place, certains ont peut-être fait la conférence aujourd'hui sur ce thème. Est-ce que, enfin, en gros, est-ce qu'on le teste? Enfin, vous, est-ce que vous l'avez testé? Parce que tout le monde dit, ah ça y est, si ça se casse la figure, ça redémarre ailleurs, mais vous-même, est-ce que vous avez essayé pour Ah oui, bien sûr. Oui. D'abord, je le surveille. Oui. Donc je vérifie que la réplication entre les 2 bases de données qui se fait grâce au VRAC est bien opérationnelle. Alors ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Ce qui est fabuleux dans ce projet, c'est pas tellement l'infrastructure, parce qu'elle est classique. Ce qui est super, c'est que pour la réaliser, c'est-à-dire mettre un serveur à Roubaix et l'autre à Strasbourg et faire en sorte qu'il soit redondé, c'est OVH qui a tout fourni. Moi j'ai mis en place le VRAC, quelques clics, quelques commandes système et ça roule tout seul. C'est ça qui est extraordinaire. Donc je l'ai testé bien sûr avant de le mettre en place. Et puis aussi, étant donné que je veux que la société puisse être totalement autonome par rapport à LBARM, leur serveur leur appartient, et qu'ils puissent basculer indépendamment de ma disponibilité, j'ai mis en place un système qui leur permet, en cliquant un bouton, de passer d'un serveur à l'autre. Et en gros, ce système, c'est à travers l'API-V6, un basculement de l'IP failover. Ils ont eux-mêmes le bouton pour changer. Voilà. Ils ont eux-mêmes le bouton avec un petit message, attention, si vous changez, c'est bon. Et puis, ils peuvent le faire quand ils veulent. Donc, il y a l'élite du staff de la société qui peut le faire. Il y a 2-3 personnes qui sont administrateurs généraux du système qui peuvent le faire. Alors, au niveau des résultats aujourd'hui, quels résultats vous avez obtenus? J'ai un système complètement externalisé avec une disponibilité maximale. Et donc qui inclut un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité, et je dors bien. La question sur toutes les lèvres, est-ce qu'ils en ont eu déjà besoin? Non. Bon. Une fois, une seconde, il y a eu une déconnexion de la réplication entre les 2 bases de données qui s'est rétablie toute seule. Moi j'ai vu ça dans les traces que je surveille régulièrement.
mais ça n'a pas eu d'impact. Donc pour l'instant, ils n'en ont pas eu besoin. Déjà, les serveurs sur lesquels ils tournent ont une très haute disponibilité. Je crois que c'est un 95 ou 97 pour les serveurs en question. Mais il n'y a que des problèmes qu'on prévient qui n'arrivent pas. Bien sûr. Et alors dans l'avenir, parce que vous vous êtes mis pour ce client en matière d'externaliser cette application critique, globalement, est-ce que vous allez proposer ça à d'autres clients? Est-ce que vous allez, comment ça va se fonctionner? Comment vous envisagez le business model autour de tout ça? Alors, je vais le récupérer pour moi. En fait, je vais développer un produit plus universel qui aura la possibilité de mutualiser entre plusieurs clients. Et j'ai déjà l'expertise, enfin la connaissance pour le faire, plus d'autres perspectives offertes par Runabove, etc. Donc, si jamais quelqu'un me le demande, je le ferai volontiers. Très bien. Un grand merci à vous et encore bravo. Merci. Pour le dernier trophée, on va parler d'une catégorie qui nous est très chère et Dieu sait qu'on en a énormément fait la publicité encore aujourd'hui. Il s'agit des projets cloud et de cloud hybride. Et là aussi, à peu de choses près, on a failli dire « Ah, ce projet-là, il aurait pu aussi être dans pic de charge ». Et pour ce prochain prix, je vous demande d'applaudir la société Sysadmin Badass avec Nicolas Capéron. Félicitations. Merci beaucoup. Je peux te le... Ah oui. Non, promis, on le rend. Alors, là aussi, on est sur un autre projet, mais un projet qui a eu finalement un retentissement médiatique important. Nous tous ici, on en a beaucoup parlé, et puis Pierre également, qui est si responsable de toute la plateforme Runabove, donc forcément, on a beaucoup pensé à vous quand on vous a vu candidater. Est-ce que vous pouvez nous parler effectivement du contexte du projet? Oui, donc je suis la société Sysadmin Badass et je travaille actuellement pour mon client SoFoot, qui est un magazine spécialisé dans le sport et avec un côté culturel, société. Ils éditent en plus le site sofoot.com et dans le cadre de la Coupe du Monde de 2014, ils avaient une problématique liée à la charge puisque c'est un événement très exceptionnel pour ce site et leur objectif était de supporter une grosse charge qui arrive fatalement avec un événement de ce genre. Ils avaient une question, je ne sais plus si on en avait parlé, mais est-ce qu'ils étaient conscients de la charge à l'avance? Qu'est-ce qu'ils avaient des prévisions de cette charge? Ou au contraire, c'était besoin de réactivité de dernière minute finalement? Oui, il y avait une bonne expérience d'ailleurs, parce que entre la Coupe du Monde et l'Euro, qui arrive tous les 2 ans en fait, chacun, on a eu des retours d'expérience sur ces 10 dernières années, grosso modo, qui nous donnent une idée que la charge augmente environ de x3, voire x4 par rapport à la charge quotidienne, enfin la charge habituelle au cours de l'année. Et on peut avoir dans certains cas des pics qui montent beaucoup plus haut en fonction de l'actualité. Par exemple, si la France réussit bien son parcours, on peut avoir des pics les soirs de match qui montent beaucoup plus haut que x3 ou x4. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de cette infrastructure que vous avez mis en place? Vous avez effectivement, donc, cette infra, on l'a basée sur deux éléments particuliers, enfin deux couches principales. La première, c'est la couche des frontaux avec 3 serveurs physiques qui étaient censés absorber la majorité de la charge et un ensemble de serveurs virtuels Runabove qui permettaient de supporter les pics de charge en plus des serveurs physiques. Donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir une infrastructure très élastique, très souple et qui était capable d'absorber vraiment du lourd en cas de besoin. La deuxième couche, c'était les load balancers. Donc le premier élément du load balancing, c'était OVH IPLB,
qui permet de faire un load balancing assez efficace en premier niveau et d'assurer une redondance au niveau réseau. Et ensuite, une deuxième couche de load balancer qui était basée pour le coup sur des qui me suffit, puisque HAProxy n'étant pas un élément très consommateur, des qui me suffisaient largement, de manière à pouvoir gagner un peu en capacité de configuration, en souplesse, en finesse de configuration en fait. Puisqu'on avait des règles particulières pour les mobiles, des règles particulières pour les desktops, etc. quoi, au niveau des accès clients. Et le service Run Above à ce moment-là était un service qui venait à peine de sortir en mode bêta. Donc j'ai participé à cette phase très, très importante. Grâce à Pierre, essentiellement, on a travaillé, enfin on s'est eu quelques fois par mail justement à ce sujet. Et on a pu monter donc toute cette infrastructure assez facilement, assez rapidement. Et ça a vraiment très bien tenu le coup. On parlait des VM Run Above, donc pas celles qui arrivent, dont on a parlé ce matin, mais de celles qui existaient au moment où vous avez utilisé le service. Finalement, ces VM, c'était les fameuses VM à performance dite extrême, en tout cas haute performance. Est-ce que, quelque part, ça a permis de réduire le nombre de machines au moment du pic de charge par rapport à un autre type de cloud public ? Le vrai intérêt de Run Above, dans notre cas, c'est que l'application qui supporte le site SoFoot, étant, comment dire, elle a des particularités qui font qu'on a besoin d'une grosse machine pour la faire tourner. Après, on a pas mal travaillé avec l'équipe de développement de SoFoot de manière à pouvoir multiplier cette application sur plusieurs serveurs, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'à la Coupe du Monde, en tout cas l'infra de SoFoot, c'était un serveur frontal et un serveur de base de données. Gros changement. Exactement. Et voilà, prendre une appli qui est faite pour un serveur et la multiplier sur un certain nombre de serveurs, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et une des particularités, c'est qu'elle nécessitait des gros serveurs. Et pour le coup, les VM Run Above rentraient pile poil dans le besoin, puisqu'on a des VM qui, il faut le dire, elles déchirent, quoi. Et elles déchirent autant au niveau mémoire, au niveau stockage surtout. Et quand on a besoin de dupliquer la totalité des données images essentiellement sur l'ensemble des frontaux, on a des VM Run Above, enfin on a des VM, quand on a besoin de VM, il faut des grosses machines. Et là, pour le coup, on les avait à un tarif qui défiait toute concurrence. Alors, globalement, au niveau des résultats, alors quels résultats obtenus finalement? Alors, au niveau des résultats... Alors, au niveau des résultats, donc on a fait en moyenne x2 sur la période. Donc, la Coupe du Monde, ça dure environ un mois. On a fait x2 sur les perfs moyennes. On a eu des pics à 3000 requêtes par seconde, donc ce qui représente environ x3 par rapport à la moyenne habituelle. On n'a eu aucun problème de performance et ça c'était vraiment bien. Mais le point principal, c'est surtout qu'on n'a eu aucune interruption de service. Et ça, c'était l'objectif principal évidemment du projet, de vraiment être sûr que la plateforme tienne quoi qu'il arrive. Et là, pour le coup, vraiment tenu les doigts dans le nez, si j'ose dire. Et alors l'avenir, comment ça va se présenter l'année prochaine, la prochaine saison? Ou alors est-ce qu'il faut attendre l'Euro? Mais de manière générale, est-ce que vous-même, par rapport à... Vous aviez accompagné SoFoot, est-ce que vous avez d'autres projets de ce type-là et qui vont nous permettre d'utiliser la même infrastructure? Alors, l'avenir pour SoFoot, déjà, on en a déjà eu un bon retour puisque la Coupe du Monde a permis, on a eu un vrai gain en termes d'utilisateurs. Et en fait, on s'est rendu compte, après la Coupe du Monde, que les stats restaient quand même très hautes. Ce qui fait qu'au final, on comptait réduire un peu cette infra par la suite. Et la remettre à un niveau beaucoup plus faible. Et en fait, on l'a gardé quasiment avec les capacités actuelles.
On a arrêté quand même quelques VM run above parce que bon, pour le coup, c'était un peu au-delà, mais on les garde sous le coude. Puisque dans l'année, on a encore des gros événements comme les finales de la Ligue, des gros rendez-vous vis-à-vis du PSG, des gros rendez-vous européens habituels, et ça entraîne pas mal de charges. Tout le mois d'août a été assez étonnant, puisqu'on a même dépassé nos pics de la Coupe du Monde. Et la prochaine étape pour SoFoot, la prochaine vraie grosse étape, ça va être le championnat d'Europe, évidemment, en 2016. Surtout qui se passe en France, donc avec l'équipe de France qui a plutôt pas trop mal marché en 2014. On pense que la 2016, ça va être plutôt pas mal. Et d'un point de vue sysadmin badass, côté infra, j'ai quelques clients aujourd'hui qui ont aussi des problématiques de charge. Et c'est une infra, effectivement, maintenant qu'elle est plutôt bien testée et je sais que ça tourne, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place par la suite sur d'autres clients, effectivement. En tout cas, c'est parfait, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci également à l'équipe OVH d'être venue. On retrouvera tous ces cas clients à l'intérieur de notre rubrique Community sur le site OVH. Vous aurez les détails de ce qu'ils ont bâti, étape par étape, et vous pourrez, le cas échéant, prendre contact avec eux pour comprendre leur cas. Un grand merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup.